Fons-sur-Luçan, 237 habitants, est à 23 km au nord d'Uzès. Ce petit village est situé sur le plateau gardois, à quelques kilomètres du mont Bouquet. Fons-sur-Luçan est mentionné en 935, siège du prieuré de Saint-Étienne à la collation d'Uzès. On y retrouve les vestiges d'un vieux château, une fontaine restaurée située à l'entrée du village et un lavoir couvert dit lavoir de Fontiguier. Luçan, 486 habitants, est perché sur un piton rocheux. Labellisé plus beau village de France, il offre l'attrait d'une cité médiévale entourée de remparts sur un plateau dominant la garrigue. Le village languedocien se caractérise par ses ruelles étroites, ses vieilles maisons en pierre qui témoignent d'un riche passé. Les remparts et le chemin de ronde permettent de découvrir un magnifique panorama découvrant les Cévennes et le Mont Ventoux. On y trouve entre autres le château datant du XVe siècle qui est classé monument historique. Aujourd'hui, il accueille l'hôtel de ville. La richesse de Luçan fut ses 3 filatures de soie qui ont fait l'apogée économique du village au XIXe siècle. Les concluses de Luçan méritent un détour. Le torrent de l'Aiguillon a eu beaucoup de mal à se frayer un passage dans le plateau calcaire. C'est à cause des cuvettes et des conques, conclusas en occitan, que les gorges de l'Aiguillon finissent par s'appeler concluses. Mais aujourd'hui, malgré les récentes pluies sur une autre partie du Gard, le torrent de l'Aiguillon est désespérément vide.
Au cœur de la vallée de la Cèze, dans le Gard, Goudargues est un petit village atypique de 1000 habitants, surnommé la Venise gardoise. Surnom exagéré, il va sans dire. Ses canaux ombragés de platanes centenaires, ses fontaines et ses places fraîches lui confèrent un attrait incontestable. Le village a été construit autour d'une abbaye fondée par les moines bénédictins aux alentours de l'an 815. Le charme opère et l'on prend plaisir à vagabonder dans la ville, accompagné du doux murmure de l'eau partout présente. Barjac porte le label Village de caractère. Écrin de la Renaissance, Barjac se niche entre les gorges de l'Ardèche et celles de la Cèze, au seuil des Cévennes. Le paysage aux accents toscans, façonné par une agriculture riche en biodiversité, associée à la garrigue sauvage, lui offre un décor somptueux. Alternativement protestante et catholique, Barjac fut la dernière étape de Louis XIII sur la route de la paix d'Alès. Le passé riche d'histoire de solidarité villageoise tirée de l'agriculture, de la mine et de la soie a forgé une mentalité proche de la terre authentique, conviviale et paisible, où le partage et la qualité de la vie sont rois. Dès le XIIIe siècle, situé entre Vivarais et Languedoc, Barjac est à la croisée des routes commerciales majeures. Le château, restauré, date du début du XVIIe siècle. Éguèze médiévale et méridionale. Une identité multiple qui confère au village autant d'atouts à découvrir. Son patrimoine tout d'abord hérité du Moyen-Âge, les vestiges du donjon et de la tour sarrasine, témoins de l'ancien château fort, les fortifications et leurs chemins de ronde du XIe siècle que l'on doit aux comtes de Toulouse. Des invasions sarrasines au 8e siècle, aux jacqueries du 14e, Éguèze subit, comme nombre de villages à l'époque médiévale, destruction, pillage et autres révoltes qui auraient pu signer sa disparition. Heureusement, il n'en fut rien. Le village doit beaucoup de son visage actuel à Monseigneur Fuzet, archevêque de Rouen et enfant du pays. Ainsi, par exemple, la place du Jeu de Paume arborée de platanes où l'on trouve l'église du XIe siècle et ses façades crénelées.
La Chartreuse de Valbonne fut fondée au début du XVIIIe siècle sur l'emplacement d'un monastère bénédictin rebâti par les Chartreux au XVIIe et XVIIIe siècle. Située au cœur d'une forêt de 1500 hectares répertoriée parmi les plus belles de France, de l'église conventuelle à la chapelle des reliques, en passant du petit cloître au grand cloître, on peut imaginer ce que fut la vie des Chartreux à l'intérieur du monastère et découvrir leur univers de silence et de solitude. Le portail d'entrée est surmonté du symbole des Chartreux qui signifie « Le monde change mais la croix demeure stable » avec au-dessus l'ange gardien. La cour d'honneur fermée a l'acoustique naturelle remarquable. La façade de l'église conventuelle de la fin du XVIe siècle donne sur cette cour. Elle rappelle la contemplation des Chartreux pour Marie. On ne peut que rester confondu devant l'habileté des bâtisseurs de cette église conventuelle. Les pierres sont posées à joint vif, sans aucun liant. Le chœur des frères est garni de 24 stalles et proche de la cour. Il accueillait les frères convers qui y suivaient les offices de la communauté. 38 stalles sont sculptées de motifs et ornées de superbes marqueteries de bois précieux représentant des symboles variés. Le maître-autel est constitué de colonnes en marbre noir. On peut y voir 2 sièges en marbre, un pour l'évêque et l'autre pour le prieur. Le grand cloître, sans doute l'un des plus grands cloîtres d'Europe, la galerie forme un vaste rectangle de 350 mètres de périmètre et dessert les 24 cellules où vivaient les pères. 84 grandes baies éclairent l'ensemble couvert. Le jardin offre une magnifique vue d'ensemble sur le cloître. On y retrouve le cimetière des Chartreux et une statue de Saint-Joseph. Enfin, le petit cloître est le témoin de l'art roman provençal du début du XIIIe siècle.
À une vingtaine de kilomètres au sud de Montélimar, les pierres blanches de la gare d'Adhémar éblouissent du soleil de la Drôme provençale. Du haut de son éperon calcaire, le village, qui a gardé de sa structure médiévale remparts, vestiges du château et anciennes demeures, offre un point de vue imprenable sur la vallée du Rhône et les monts du Vivarais. Son église perchée signale de loin ce vieux village du Tricastin. C'était au Moyen Âge une importante place forte de la famille d'Adhémar. Au XVIe siècle, un château Renaissance fut édifié par Antoine Escalin, baron de la Garde, ambassadeur et général des galères de France. Le château, détruit à la Révolution, fut la demeure de Pauline de Grignan, marquise de Simiane, fille de Françoise de Sévigné, comtesse de Grignan, et petite-fille de Madame de Sévigné. Cliuskla est une commune de 644 habitants située dans la Drôme à mi-chemin entre Valence et Montélimar. Depuis toujours, c'est l'histoire de la poterie qui se raconte à Cliou. La fabrique de poterie traditionnelle, fait encore entendre la douce musique de ses tours. L'argile était extraite près du village et au XIXe siècle, le village tout entier vivait de cette activité. La fabrique de poterie de Cliuskla, créée en 1902 par Marius Anjaleras, relancée en 1964 par Philippe Sourdive, qui renouvellera forme, couleur et décor de cette poterie en terre vernissée, est aujourd'hui protégée au titre des monuments historiques. Cliuskla s'étire tranquillement le long d'une crête qui s'est déguisée en rue principale. Le nom du village vient de l'occitan provençal clieu, qui veut dire pente, du latin clivum, auquel aurait été ajouté au cours du XVIIIe siècle usclati, qui veut dire brûler en occitan.
Implanté en Isère, aux portes de la Drôme, à mi-chemin de Grenoble et de Valence, le village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye a été redécouvert par Prosper Mérimée, qui déclara l'église abbatiale gothique monument historique en 1840. Au lieu de la foi catholique durant le Moyen-Âge, Saint-Antoine-l'Abbaye est le village touristique fréquenté en Isère pour l'architecture de ses édifices et de ses reliques médiévales. Depuis le 10 avril 2010, Saint-Antoine-l'Abbaye est classé parmi les plus beaux villages de France. L'abbatiale de Saint-Antoine-l'Abbaye est certainement une des plus importantes réalisations gothiques du Dauphiné. De plan basilical, elle est longue de 72 mètres et large de 34,25 mètres. Sa façade de style gothique flamboyant possède 3 portails surmontés d'une balustrade. Une immense verrière éclaire la nef. La nef, de 7 travées hautes de 22 mètres, est voûtée d'ogives et flanquée de 2 larges bas-côtés sur lesquels s'ouvrent 17 chapelles de plan carré. La fin des travaux de rénovation sont programmés pour le printemps 2022. Pont-en-Royans est situé à l'entrée des gorges de la Bourne et l'une des portes d'entrée du parc naturel régional du Vercors. Le village est reconnu comme l'un des bourgs les plus curieux en Dauphiné, grâce à ses maisons suspendues, aux façades colorées qui dominent la Bourne. Ses remparts, le pittoresque de Séruel, son pont. Ce bourg médiéval doit son charme à l'ingéniosité des hommes qui, dès le XVIe siècle, ont construit ce village perché pour favoriser la négoce du bois. Le site des maisons suspendues au-dessus des eaux de la Bourne avait impressionné Stendhal.
Le Poët-Laval, à une vingtaine de kilomètres de Montélimar, ce village s'est installé dans la vallée du Jabron, au milieu des lavandes et des blés. Ancienne commanderie de l'ordre des Hospitaliers, le village a conservé de cette époque le château, des vestiges de la chapelle romane Saint-Jean des Commandeurs et des remparts. Grignan est un village médiéval drômois, en plein cœur de la plaine du Tricastin. Le village a été édifié sur une toute petite colline au charme incomparable. La beauté du paysage est composée de chênes verts, de prairies, de genêts, de buis, de lavandes et de garrigues, alternées par des parcelles de vignobles et des truffières. Le village offre des vues panoramiques uniques aux quatre coins de Cardinaux. Madame de Sévigné disait « Une belle et triomphale vue, car tous ces panoramas peuvent être admirés depuis les terrasses du château de Grignan. » La collégiale Saint-Sauveur est une église catholique construite au XVIe siècle. La collégiale abrite la tombe de la marquise de Sévigné et se situe sous la terrasse sud-ouest du château de Grignan. La dalle funéraire est gravée de l'inscription « Sigie Marie de Rabutin, Chantal, marquise de Sévigné, décédée le 18 avril 1696 ». Le château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l'architecture Renaissance et du classicisme français, l'édifice a connu une histoire mouvementée.
Château fort mentionné dès le XIe siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au XVIIe siècle, la marquise de Sévigné y séjournera plusieurs fois auprès de sa fille, Françoise Marguerite. Démantelé à la Révolution, puis reconstruit au début du XXe siècle. Nous visitons le vestibule, l'escalier d'honneur ainsi que l'office. Nous allons maintenant poursuivre par l'antichambre et la chambre de Madame de Grignan. Le cabinet de Madame. La salle du roi. La chambre de Tournon. Le vestibule des prélats. Et enfin la galerie. Séguret, un village médiéval aux allures de crèche provençale. Accroché à la colline, le village de Séguret assure ses arrières. Son nom semble lui avoir été attribué en raison de sa position géographique, puisqu'il signifie en provençal sécurité. Sa situation dominante permet aux habitants d'observer les mouvements de la vallée du Rhône, sans oublier celle du château au sommet du massif. En arpentant les ruelles escarpées, on est enchanté de voir au détour d'une place
une fontaine au mascaron, un lavoir moyenâgeux ou encore un beffroi du XIVe siècle. Et au bout de la rue, des poternes, la mairie. La Nesque est une petite rivière qui prend sa source à Aurelle sur le flanc est du mont Ventoux. Après un court parcours à travers les monts de Vaucluse, elle se jette dans la Sorgue peu avant Avignon. Le nom de Nesque dérive d'Anesca, divinité romaine représentée sous la forme d'une femme porteuse d'eau et d'épis de blé, symbole de vie, de richesse et d'abondance. La Nesque forme les gorges les plus spectaculaires de Provence après celles du Verdon. Certaines falaises mesurent plus de 200 mètres de hauteur. Ces gorges débutent à Monieux, à 625 mètres d'altitude, pour se finir 20 km plus loin à Métamis, à 270 mètres d'altitude.
Située au milieu d'une riche et fertile plaine, la commune de Pernes-les-Fontaines est une terre agricole par excellence. Ses vergers produisent des pommes, cerises, poires et amandes. Les fraises, melons et différents légumes sont d'autant de délices. Et Pernes a le plus grand marché d'asperges de la région. Pernes-les-Fontaines est également appelée la perle du Comtat, ancienne capitale du Comtat venessin. Avant de passer sous la domination des papes, elle conserve de cette période un patrimoine historique exceptionnel. D'abord Paternus, puis Paternaae et Pernes, la ville qui bénéficiait d'une source naturelle et comptait 36 fontaines en 1936 est devenue Pernes-les-Fontaines. Et des fontaines, il y en a, pas moins de 40, 2 fois plus si on compte les fontaines privées, datant du XVIIIe siècle et dont plusieurs sont classées aux monuments historiques.
L'abbaye Notre-Dame de Sénanque est fondée le 9 des calendes de juillet 1148, en fait 23 juin, par des moines cisterciens venus de Mazan en Ardèche. Notre-Dame de Sénanque est ainsi la quatrième abbaye cistercienne fondée en Provence, après Le Toronnais, Aiguebelle et Sylvacane. L'abbaye appartient à un ordre monastique puissant porté par l'aura de Saint-Bernard. Au moment de la naissance de Sénanque, les cisterciens comptaient plus de 350 abbayes d'hommes réparties dans toute l'Europe. Le nom de l'abbaye peut être lié à la présence de ce cours d'eau providentiel, Sanaaqua, au Seine. Selon les recommandations de la Summa Carta Caritatis, toute nouvelle fondation doit compter 12 moines et un abbé. Mais il semble que ce ne fut pas le cas pour Sénanque. Seuls 6 religieux, dont le premier abbé Pierre, sont mentionnés. L'abbé, 3 moines de chœur et 2 frères convers. En 1220, l'abbaye est achevée, soit un chantier de près de 60 ans. L'abbaye Notre-Dame de Sénanque, fondée au XIIe siècle, est un joyau provençal de l'art roman. Son église abbatiale a cependant été fermée dans l'urgence car elle menace de s'effondrer. Seuls des travaux urgents permettront de sauver cette église du moindre risque sismique.
La forêt des cèdres du Petit Luberon constitue une zone historique de réalisation forestière. Ce peuplement est semé à partir de 1861 grâce à des graines récoltées dans le Moyen Atlas algérien, espèce Cedrus atlantica. Les premiers arbres commencent à se reproduire vers 1920. 10 ans plus tard, on notait 60 hectares. À ce jour, la cédraie forme un massif de 250 hectares.
L'architecture du village de Lourmarin dévoile au fil des rues ses nombreuses richesses. De la Renaissance au baroque, du classicisme au XIXe siècle, les maisons de Lourmarin soulignent le savoir-faire incomparable de ses maîtres d'œuvre, souvent méconnus du grand public. Des anecdotes, Lourmarin en possède tellement. Elles se bousculent et offrent une identité à part entière de ce village, qui a accueilli tant d'illustres personnages, Churchill, la reine-mère, Élisabeth, le général de Gaulle, etc. Plusieurs hommes célèbres ont vécu à Lourmarin, dont 2 écrivains tombés sous le charme du village. Lourmarin fut les derniers lieux de séjour d'Albert Camus, c'est également celui de sa dernière demeure. Pour l'écrivain Henri Bosco, Lourmarin a été le lieu de prédilection et d'inspiration qui a nourri ses rêves depuis son enfance. Henri Bosco a écrit sur Lourmarin « Ce pays a cheminé en moi ». Comme Albert Camus, Henri Bosco est enterré à Lourmarin. À la fois moderne et fier des legs de son passé, le village de Gréoux-les-Bains séduit par son art de vivre et sa richesse historique. Gréoux ne serait pas Gréoux sans ses bains. Les termes séduisent depuis l'ère celtique. D'ailleurs, la trace du passage des Celtes se retrouve dans son nom, Grésilium, venant de grésum, douleur, et lin, eau, soit les eaux de la douleur. Les Romains installés à Riez utilisaient ces eaux jaillissantes des rochers et en aménageant conduites et puits. Ces ruelles typiques et ces calades, symboles de l'architecture provençale, vous guident entre les nombreuses fontaines, lavoirs et placettes, lieux de rencontre et de fantaisie.
Au-delà des eaux, le village de Sainte-Croix, situé à 513 mètres d'altitude, surplombe le lac depuis un éperon rocheux. Charmante localité où il fait bon flâner, Sainte-Croix est composée de jolies maisons typiques, d'une église du XVIe siècle et des vestiges d'un château médiéval. L'arrivée sur le lac de Sainte-Croix du Verdon est toujours un moment exceptionnel qui opère comme un enchantement. Le paysage immense et coloré comme un tableau de Cézanne se dévoile progressivement. Quiconque en a fait l'expérience est tombé sous son charme éclatant et naturel. Construit dans les années 70 pour répondre aux enjeux d'électrification, de distribution et d'alimentation en eau dans toute la région, la superficie du lac totalise 22 km² et contient 767 millions de mètres cubes d'eau.